Salut à tous et bienvenue sur ValetPL Multi-TCG, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la présentation du plus gros item que j'ai rentré dans ma collection de cartes vintage. Je suis un fan de Cardass Vintage Dragon Ball, je vous en ai déjà parlé sur la chaîne, j'ai déjà fait des vidéos. À chaque fois que je reçois un item assez important, assez emblématique, eh bien je vous les présente. Et là j'ai clairement rentré le plus gros item de ma collection. N'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un petit pouce bleu, à partager dans l'espace commentaire et à vous abonner à la chaîne tout simplement. On est parti le chat. Alors, je vous fais un petit peu la genèse, parce qu'en vrai, ça n'a aucun sens ce qui s'est passé. C'est tellement improbable que je puisse rentrer cet item dans ma collection qu'il faut que je vous raconte rapidement un petit peu l'histoire. En tout cas, ce qu'on connaît de cette histoire. En gros, moi je suis un fan de Cardass Grand Combat. Les Cardass Grand Combat, ce sont donc les rééditions françaises des Cardass Super Battle. Les Cardass Super Battle, je vous montre ce que c'est quand même, histoire de bien resituer ce dont on parle. Les Cardass Super Battle, c'est cette collection-là. Je vous montre une page au hasard. C'est les cartes que l'on avait dans l'enfance, dans les années 90, qui sont des visuels de l'animé de Dragon Ball avec cette brillance si caractéristique des cartes vintage qu'on appelle le foil prismatique. Du prisme, encore du hard prisme. Effectivement, moi je suis fan de ça. J'ai vraiment grandi avec ça. Hein. J'ai découvert Magic en échangeant mes cartes Pokémon que j'avais elles-mêmes échangées contre des cartes Dragon Ball. Donc mes premières expériences de cartes à collectionner, c'était ces cartes Dragon Ball là. Au Japon, ils ont eu donc les Super Battle, qui se décomposent en 20 parts différentes, qui sont sorties de 91, je crois, jusqu'à 96. Et en France, nous, à partir de 1995, on a eu l'adaptation de ces cartes-là. Enfin, plutôt début 96, avec la part 3, et 95, je crois, pour la part 2. Donc, qui réédite non pas les 20 parts des Super Battle, mais seulement 9 parts. C'est-à-dire qu'on commence à la part 12 et on va jusqu'à la part 19, qui sont exactement ces cartes-là, mais traduites en français. Historiquement, pour la distribution japonaise, ça c'était distribué en white box et donc en vending machine, pas en booster. C'était pas le mode de distribution le plus commun à l'époque au Japon. Hein. C'était une tirette dans laquelle tu mettais des yens et tu avais une carte aléatoire. Pour le marché français, ils ont décidé évidemment de mettre ça en format booster parce que c'était beaucoup plus fit avec ce que l'Occident connaissait en termes de collection de cartes, notamment avec Magic qui était passé par là plus tôt, ou même qu'est-ce qu'on avait d'autre à part Magic à cette époque-là. Les cartes de sport, j'imagine. L'avantage qu'on avait avec les cartes d'As Grand Combat, au-delà d'avoir des cartes traduites en français, eh bien, c'est qu'on avait aussi des cartes exclusives qu'on appelait les Special Flash et les hors-série, les HS. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble une hors-série. Une hors-série est notamment celle de la part 3, qui est la part la plus rare, et donc du coup, qui est la hors-série la plus rare, c'est ça. Donc ça, les Japonais ne l'ont pas eu dans les parts des Super Battle. Par contre, dans la réédition française, appelée les Cardass Grand Combat, on a ces fameuses hors-séries, que les Japonais nous envient évidemment. Hors-série 1996, vous voyez que c'est bien écrit en français, cartes commémoratives, ce sont vraiment des cartes exclusives, exceptionnelles, hyper difficiles à trouver, et que vous n'aviez que dans les sachets de booster français des Super Battle. C'est littéralement les cartes qu'on a tous connues dans la cour de récréation. Donc là, je vous montre la Cardass hors-série part 3, hein, qui est la plus belle, je trouve, une des plus belles en tout cas, et notamment la plus rare. Je peux vous montrer ma préférée, histoire de partager un petit peu ma passion, cette collection folle. Hein. Ma préférée, c'est la Cardass part 7, donc, qui est celle-là, sortie, elle, en 1997, donc soit un an plus tard, le temps de sortie des différentes parts. Celle-là, c'est ma préférée parce que c'est celle que j'ai ouverte quand j'étais jeune, donc c'est vraiment un souvenir d'enfance hyper puissant, quoi. Mais en termes de rareté, en termes on va dire, de consensus de collectionneurs, la part 3 est quand même à la fois plus chère, plus recherchée et a plus d'attrait auprès des collectionneurs. Notamment parce que là, on parle de Dragon Ball GT qui est quand même globalement un peu moins apprécié que Dragon Ball Z. La cour de récré était mieux que la mienne, nous il n'y avait pas de cartes, c'est vrai. Moi j'ai vraiment connu ces cartes-là dans la cour de récréation, on s'échangeait, tu vois, il y avait vraiment cette ambiance. Vous allez vraiment reconnaître la cour de récré dont je parle si jamais vous avez 33, 34 ans ou plus. C'était vraiment une cour de récréation où on avait des POG,
des JoJo's, des cartes Panini, notamment des Panini Dragon Ball, et des Super Battle, qu'on appelait donc les Power Level à l'époque. Et on avait des billes aussi. Et qu'est-ce qu'on avait d'autre? C'était vraiment cette époque-là où il y avait énormément de jouets qui étaient designés pour la cour de récré, vraiment le Graal, le grand moment des années 90, quoi. Et, euh, et on avait aussi des cartes à Sondan, bref. La plupart des cartes ressemblaient plutôt à ça. Pokémon, c'était plutôt sur le tard parce que ça arrivait en 99, c'est fin des années 90 Pokémon. Moi, j'ai échangé mes cartes Dragon Ball pour des cartes Pokémon. Mais tu vois, dans la cour de récréation, nous, on avait ce type de cartes-là, quoi. Voilà, les Power Level, ça ressemble à ça. On les appelait les Power Level juste parce que c'était marqué sur la carte. On savait pas que ça s'appelait des Cardass Grand Combat. On savait pas que c'était des adaptations françaises des Super Battles japonaises. Mais, c'était ce qu'on collectionnait, ce qu'on avait, voilà. Un mix entre des POG Dragon Ball, des cartes Panini françaises, des Super Battles et beaucoup de fake aussi. On avait énormément de fausses cartes, de fausses brillantes qui venaient notamment de Chine, quoi. On jouait avec rien, un ballon moisi plein d'eau. Ouais, nous aussi on jouait avec ça. Mais c'était plutôt au collège. Moi, ça, c'était vraiment ma période de primaire où on était fan justement de cartes. On les lançait contre des murs. On jetait des cailloux sur nos cartes. Bref, c'était un enfer. C'est pour ça d'ailleurs que la plupart des versions françaises des Cardass sont hyper difficiles à trouver maintenant parce que déjà ça a été moins distribué et édité que pour la population japonaise évidemment, et puis surtout il y avait énormément de destruction, quoi. On jetait nos cartes contre des murs, on n'avait pas cette approche très japonaise de prendre soin de ses affaires, de collectionner. Pour nous, tu vois, ces cartes-là, on les mettait dans notre poche avec un gros élastique autour, et puis après, on se les échangeait. Le seul attrait qu'avait la carte, c'était son visuel. Il n'y avait pas trop de l'attrait de que la carte soit propre, belle et bien conservée. Donc c'est pour ça que avoir des Cardass Grand Combat françaises dans de très bons états, c'est hyper rare. C'est pour ça que le collectionneur que je suis à 30 piges a eu énormément de mal à retrouver ces cartes-là dans ces états-là. Là, on est vraiment sur des états de collection. C'est plutôt des... Tu vois, pour trouver des cartes dans cet état-là, il fallait plutôt trouver des adolescents, des gars au collège ou au lycée qui collectionnaient Dragon Ball, donc plutôt sur une génération au-dessus de la mienne. Moi, j'ai connu ces cartes-là au primaire, alors que ceux qui en ont pris soin étaient plutôt des gens qui avaient 14-15 ans, qui étaient déjà un petit peu plus éduqués à prendre soin de leurs affaires. Bref, c'est les années 90, c'est la Dragon Ball Mania, ce sont les cartes de mon enfance, et donc c'est ma collection préférentielle. Il se trouve que, à cette époque-là, toutes les parts n'ont pas été tirées, donc les parts, c'est les différentes séries, hein, n'ont pas été tirées au même nombre d'exemplaires. On a des parts qui sont beaucoup plus rares que d'autres. Par exemple, la part 5 et 6, qui mettent en avant ce type de visuel-là, par exemple. Je vais vous montrer. Là, on est sur de la part 5. Là, vous avez de la part 6. C'est des parts qui ont été beaucoup plus produites parce que en plein milieu de la DB Mania, évidemment, et surtout, les premières parts avaient déjà fait le travail d'addiction chez les jeunes, on veut collectionner les Cardass. Donc voilà, part 5, 6, voire même 4 et 7, on va dire que c'est le cœur de ce qui était le plus facilement trouvable. Part 4, c'était donc le bord bleu ici, que vous pouviez retrouver avec cette carte max, qui était notamment cachée derrière cette Hidden Prism là. Les Hidden Prism, c'était les cartes communes qu'on décollait derrière. Je peux vous montrer pour vous faire un petit choc mental, évidemment. Pour ceux qui n'ont pas vu ça depuis 30 ans, vous allez avoir une espèce d'émotion, une libération de dopamine intense, je pense. Ouais, je sais, c'est grandiose. Bah oui, bien sûr, c'est pour ça que je collectionne ces cartes-là, parce que c'est grandiose. Et on s'amusait à gratter toutes nos cartes communes pour essayer de découvrir les max. Il n'y avait pas Internet à l'époque, donc on devait tout découvrir en cherchant, tout simplement, dans chaque part. Et donc là, voilà, vous avez un peu le consensus des parts les plus classiques, les plus faciles à trouver. Part 4, part 5, part 6. Tout ce qui est avant, donc la part 2 et 3, et tout ce qui est après, de part 7 à part 9, ça reste relativement plus difficile à trouver, que ça soit pour les cartes, mais que ça soit aussi pour le Graal, les items scellés. Les items scellés, ce sont donc du coup des boosters, voire les boîtes de boosters qui contiennent ces cartes. Trouver ces cartes-là en bon état,
dans la version française, hein. Moi, là, j'ai que des versions japonaises. Donc, imaginez que ces cartes-là ont le texte qui est traduit en français. Moi, j'ai pas fait les cartes d'As Grand Combat en version française. Je les ai faites en version japonaise. Comme ça, au moins, j'ai la part 1 à la part 20. J'ai tous les visuels. Et c'était plus facile à trouver, surtout dans des meilleurs états. Mais déjà que les cartes d'As Grand Combat en français, c'est difficile à trouver, imaginez la difficulté que c'est de trouver des items scellés, c'est-à-dire des boosters ou des boîtes de boosters qui n'auraient pas été ouverts à l'époque. Je rappelle que ces boosters, on les trouvait notamment dans les papeteries, dans les points presse ou dans les boutiques de jouets, hein, genre les Toys R Us à l'époque. Sauf qu'on était loin de la spéculation que peut connaître actuellement Pokémon ou le TCG au global, et où c'est assez commun de garder des boosters ou des boîtes de boosters scellées. Je veux dire, nous, quand on était minots, on nous offrait un booster de Cardass, on ouvrait notre booster instantanément, quoi. C'est des boosters qui sont aussi vieux que de l'alpha de Magic, tu fais bien de le préciser, et qui ont été globalement édités à assez peu d'exemplaires, car seulement sur le territoire français. Je pense que vous imaginez pas la rareté de ce genre d'item. On parle vraiment de boosters dans les années 95-96 qui ont 30 ans. Et moi, j'ai cette idée un peu folle, mais complètement folle, hein, de me dire, ok, je fais pas les cartes en version française. Par contre, il y a un truc qui est vraiment exclusif. Parce qu'en soi, il n'y a pas trop d'exclusivité. Les cartes en version française, c'est les mêmes avec du texte français. Pour celles qui n'existent qu'en version française, je les ai faites. C'est donc les hors-série et les spéciales flash. Donc, le sentiment de complétion, il est quand même présent. J'ai pas de problème avec ça. Peut-être qu'un jour, je ferai les versions françaises. Mais soit. Par contre, il y a un truc qui est exclusif, comme je vous dis, c'est que en France, nous, on a eu des packaging, des boosters et des boîtes de boosters qui sont magnifiques en plus et qui ont un attrait hyper nostalgique parce que on se revoit ouvrir ces sachets de cartes-là. Là où au Japon, c'était vendu dans des tirettes. Et je me suis dit que j'allais faire les items scellés. Alors, pas les boîtes de boosters parce qu'on est dans l'ordre de l'introuvable, vraiment, quasiment en tout cas. Mais sur les boosters, je me dis, pour certaines parts, c'est encore faisable. C'est encore faisable, c'est quand même hyper difficile, parce que comme je vous le dis, distribué en France, il y a 30 ans, tiré à quand même relativement assez peu d'exemplaires, et surtout à une époque où on n'avait aucun intérêt à garder ça scellé. Les seuls items scellés qu'on connaît, c'est globalement des retours de presse qui n'ont pas été faits. Il faut savoir qu'à l'époque, ça marche comme ça en papeterie, quand tu ne vends pas le stock d'un produit, tu le renvoies, la plupart du temps pour la destruction, ou alors c'est acheminé vers d'autres pays. On sait qu'il y a beaucoup de stocks Cardass Grand Combat français qui ont été acheminés vers les pays de l'Est à l'époque. C'est pour ça que ceux qui fouillent un peu les presses depuis les années 2015-2020 ont eu du mal à trouver des stocks de Cardass Grand Combat parce que ou tout a été renvoyé en retour de presse, ou tout a été détruit finalement, quoi. Donc il faudrait, pour trouver des boosters scellés, il faudrait que des gens aient collectionné ça à l'époque, la sphère est réduite, ou alors que des tabacs presse n'aient pas renvoyé ces retours de presse-là à la destruction ou à l'acheminement vers d'autres pays, quoi. C'est assez peu probable, mais ça tourne un peu. Voilà, ça fait des années que tu peux voir passer à droite à gauche quelques boosters de quelques parts de Cardass Grand Combat qui s'échangent la plupart du temps en off entre collectionneurs. C'est rare, mais c'est pas inexistant. Je peux vous montrer d'ailleurs, j'ai acquéri au fil de mes années de collection 2 parts de ces boosters-là, avec notamment ce part 2, qui est une des parts les plus rares, donc c'est quand même un item exceptionnel, hein, ce Cardass Grand Combat part 2. Ça, pour vous dire, c'est un booster qu'on n'a pas vu en vente depuis des années. J'ai fait une vidéo dessus, évidemment, et qui est ressorti parce que un collectionneur de la sphère Pokémon a réussi à trouver une boîte scellée sur le eBay japonais qui s'appelle Yahoo Auction. Donc ça veut dire qu'il y avait une boîte scellée française qui avait été achetée et gardée scellée au Japon. Donc c'est dire comme c'est assez improbable de retrouver une boîte scellée de ces boosters-là. Et donc la boîte avait été décellée, ouverte et mise en vente pour justement vendre les 30 boosters différents à l'unité. Donc très bien, j'ai réussi à avoir un booster part 2, ce qui est quand même assez exceptionnel. Quelques mois plus tard, j'ai réussi à avoir un booster part 1. Depuis tout à l'heure, je vous parle de la part 2, mais jamais de la part 1. Parce qu'en fait, à l'intérieur de ce booster, ce ne sont pas des
power level que l'on a, mais des Cardass Ondan. Les Cardass Ondan, c'est quoi? Je vais vous montrer. C'est un autre type de carte, une autre série Bandai emblématique des années 90 qui ressemble à ça. Donc voilà, avec sa propre maquette et qui devrait vous rappeler aussi des souvenirs. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de la traduction entre les cartes japonaises et les cartes françaises pour le marché français, chez Bandai France, il y a eu un cafouillis. Et en pensant adapter donc les Power Level, ils ont adapté les Cardass Ondan. Donc à l'intérieur de ce booster qui est brandé comme un booster Le Grand Combat, eh bien en fait vous n'avez pas des Power Level, mais bien des Cardass Ondan. C'est pour ça qu'on parle de la part 1 des Cardass, mais c'est le seul booster qui contient des Cardass Ondan françaises. Et la vraie collection des Cardass Grand Combat commence avec la part 2. C'est un cafouillage qu'il y a eu à l'époque de Bandai dans les années 90, qui est un peu bizarre. C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas le petit sigle Cardass Grand Combat, parce qu'ils se sont rendus compte en fait après que ça n'en était tout simplement pas. Donc c'est un peu bizarre, mais je trouve que pour la collection, c'est bien d'avoir aussi ce booster-là qui rentre un petit peu dans la collection des items scellés Cardass en booster, quoi. L'histoire est cool, cela dit. Ouais, mais je trouve ça fou qu'ils soient plantés. C'est-à-dire qu'ils ont confondu... Je vais vous sortir une Cardass Ondan. Hein. Ils ont confondu ça avec ça. C'est quand même dingue, quoi. Je trouve que c'est quand même assez éloigné en termes de frame. Hein. D'ailleurs, pour la suite des Cardass Ondan traduites en français, elles seront vendues exactement comme au Japon, c'est-à-dire en tirette. Vous aviez des vending machines. C'était beaucoup plus présent sur Paris qu'en province. Moi, en province, j'ai eu quelques vending machines près des centres commerciaux, mais c'était quand même pas hyper répandu, ce qui fait d'ailleurs des Cardass françaises une série hyper dure à compléter, encore plus dure que les Cardass Grand Combat, parce que ça a été moins distribué sur l'entièreté du territoire, à la différence des Cardass Grand Combat qui, elles, ont été distribuées dans quasiment tous les points presse, quoi. Donc ce booster-là, il est quand même relativement rare, mais surtout, la collection des versions françaises des Cardass, elle, c'est quand même assez difficile à compléter pour le coup. Effectivement, à l'époque, on avait beaucoup de fausses qui venaient de Chine et qui étaient revendues généralement dans des babous, dans des tatis, dans des espèces de packs, dans des packs recellés, et on avait genre que des fausses, des cartes qui n'étaient pas censées être brillantes, qui étaient brillantes, avec une qualité d'impression souvent très médiocre. Et on s'échangeait ça, nous, dans la cour de récréation. On ne savait pas trop qu'est-ce qu'était une vraie, qu'est-ce qu'était une fausse. On faisait souvent au personnage et à l'illustration sur l'échange. Enfin, c'était la manière de consommer d'époque, et c'était très bien. Et pour les parents qui ne trouvaient pas forcément des produits officiels, ils étaient très contents de nous acheter des sachets de fausses sur le marché, ou comme je vous dis, moi j'achetais ça à Babou à l'époque. Et on trouvait ça très très cool. Bref, voilà, j'ai réussi à assembler 2 des 9 boosters Cardass d'époque, donc le part 1 et le part 2, qui sont parmi les plus rares. Hein. Encore une fois, je vous dis, les plus simples d'accès seront plutôt les parts 4, 5, 6, 7. Et il y a 2 parts qui sont réputées inaccessibles. La part 3, qui est censée être la plus rare, la moins distribuée, et avec la carte la plus emblématique à l'intérieur, qui est donc cette carte-là. Et la part 8, qui, pour je ne sais quelle raison, a fini par se raréfier énormément dans le temps. Et c'est-à-dire que là, actuellement, c'est le cas aussi du part 3, vous ne trouverez pas de vente sur Internet. C'est pas une question de budget, c'est une question d'offre. Il n'y a pas de booster part 8 en vente sur Internet. C'est impossible, introuvable. Il y a des gens qui font des appels d'offres pour ce type de booster depuis pas mal de temps maintenant, et qui ne trouvent pas de vendeurs, parce que le peu qui doit en rester sont dans des collections privées personnelles, souvent très cachées. Les gens ne sont pas hyper expansifs. C'est pas comme sur Pokémon, hein. Les collectionneurs Cardass sont quand même relativement plus discrets. Il y a des énormes collections qui traînent en France et qui sont juste pas connues, quoi. Et donc, c'est hyper compliqué de trouver ça. Et le deuxième booster le plus rare, qui lui n'est pas apparu en vente depuis des années, dont on sait qu'il se monnayait en off entre collectionneurs plusieurs milliers d'euros, eh bien c'était le fameux booster part 3. J'avais tiré un trait, moi, dans ma vie de collectionneur, que j'ai essayé de récupérer le maximum de boosters scellés que je pouvais,
mais je faisais une croix sur un booster part 3 ou un booster part 8 parce que je sais que c'était des prix et des montants que j'étais pas prêt à mettre, et surtout, c'est globalement des boosters qui ne sortent absolument jamais, quoi. Et il se trouve qu'il s'est passé dans le monde de la Cardass récemment un truc mais totalement inattendu qui a fait l'effet d'une bombe. Il y a sur Vinted, je vous parle de ça il y a un peu moins d'un mois, une centaine de boosters part 3 qui ont été vendus sur Vinted. Vous vous rendez compte, on passe de c'est un item introuvable dont il ne suffit même pas d'avoir l'argent pour se le procurer, mais trouver la personne qui le vend, dont on sait que les ventes en off qui se font entre réseaux de collectionneurs montent à plusieurs milliers d'euros, et donc c'est totalement introuvable, et on passe de ça à il y en a 100 qui drop du jour au lendemain. C'est complètement fou. On sait que les premiers boosters se sont vendus une centaine d'euros. Donc visiblement, le gars qui a drop ça sur Vinted ne savait pas ce qu'il vendait. En tout cas, n'avait pas vraiment connaissance du prix de revente de cet item-là. Je pense qu'il devait savoir que c'était des cartes vintage Dragon Ball et que ça avait un potentiel de vente facile. Il avait dû se renseigner rapidement et voir 2-3 prix sur eBay. Mais je pense qu'il n'a pas assimilé que la part 3 était beaucoup plus rare et chère que n'importe quelles autres parts. Rapidement, les premiers boosters qui ont été vendus 100 euros, le prix est monté de ce que je sais. Encore une fois, j'essaye de recouper des informations qui ont été des informations publiques sur Facebook de certaines personnes qui ont acheté ou qui ont eu connaissance de ce plan-là. On sait que les prix sont vite montés à 300 euros, puis ensuite à 500 euros. Mais même à ce prix-là, c'est une aubaine. Donc tout le stock est parti instantanément. À tel point que globalement, quand moi j'ai eu connaissance de cette histoire-là et de cette vente, il n'y avait évidemment plus un seul booster en vente. Les collectionneurs qui ont flairé cette histoire, et ils ont bien raison, ils ont tout acheté instantanément. Vous vous rendez compte, tu payes un booster 100 euros que tu peux revendre 2000 euros? C'est complètement fou, quoi. C'est complètement fou, c'est parti instantanément. J'ai envoyé un message, parce que je voulais faire un peu ce travail de documentation, d'investigation. Moi, ce que j'aime dans la Cardass Vintage, c'est un peu comme l'archéologie, tu vois, c'est de raconter une histoire, le storytelling de comment on trouve de tels items. C'est tellement rare, c'est tellement exceptionnel que j'ai envie de documenter ça. Et donc, j'ai contacté le fameux vendeur pour justement savoir où est-ce qu'il a trouvé tous ces boosters-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça vient d'où, tu vois? Et évidemment, malheureusement, ce vendeur Vinted, que je ne citerai pas évidemment pour préserver son intimité, ne souhaite pas me répondre. De ce que je sais, il a été assailli de messages et de demandes. Faut savoir que c'est tellement fou de trouver ce genre de booster que forcément, ça a rendu les gens complètement dingues. Je pense même qu'à un moment, il a dû avoir peur pour sa sécurité. Enfin, c'est tellement d'argent concentré au même endroit. Rendez-vous compte, quoi. Je pense que là, il veut juste tirer un trait sur toute cette histoire, ne plus en entendre parler. Et même moi, qui me suis présenté non pas comme quelqu'un d'intéressé par un booster, je lui ai dit, je sais bien que vous avez dû être assailli de questions. Je ne suis pas là du tout pour quémander un quelconque objet. Je veux juste raconter votre histoire. Voilà. Je suis créateur de contenu, fan de Cardass. Cette histoire est folle. C'est une bombe dans la communauté Cardass Vintage. J'ai juste envie de savoir ce qui s'est passé. Et vraiment, le gars a été très clair et je respecte sa décision. Je ne souhaite pas répondre. Bonne journée, quoi. Je ne veux plus entendre parler de ça. Je pense que c'est un gars qui a retrouvé 100 boosters, je ne sais pas où. Le gars dit que il a retrouvé ça dans un grenier. Soit. Et je pense que quand il a commencé à mettre ça en vente, ça a dû totalement déraper pour lui et qu'il veut juste passer à autre chose, quoi. Le gars s'est dit, vas-y, j'ai 100 boosters qui me servent à rien, je vais les vendre sur Vinted en espérant que ça parte. Il se retrouve avec 3000 messages, il doit rien comprendre. Complètement, c'est pour ça que je conçois tout à fait qu'il veuille pas me répondre et tant pis. Mais je trouve ça hyper triste qu'on puisse jamais avoir le fin mot de cette histoire. Peut-être que certains qui ont échangé avec lui, eux, ont la vérité et ont le fin mot de cette histoire, mais je pense globalement qu'on saura jamais vraiment. Et c'est ça qui m'attriste, moi, c'est de pas avoir
pas avoir la connaissance du truc, quoi. C'est une énorme frustration. Moi, j'ai vraiment attendu. Ça fait un moment que j'ai rentré ce nouvel item que je vais vous présenter incessamment sous peu et que j'attends d'en savoir plus pour pouvoir vous raconter l'histoire le storytelling de ce booster-là. Et en fait, comme j'ai aucun fait, aucune histoire vérifiable, du coup, maintenant, je vous le présente maintenant sans finalement avoir réussi à arriver à mes fins. Et donc, le moment fatidique, vous en doutez, je vous présente un booster Cardass Le Grand Combat, part 3, authentique mint, sortie de boîte, parce qu'il faut savoir que le vendeur a retrouvé non pas que des boosters scellés, mais des boîtes scellées de ce booster-là. Ce qui est complètement ahurissant. Je vous dis, il y a quelques mois, vous montrer un booster comme ça, ça relevait de l'ordre de l'impossible. Et maintenant, tout est devenu possible parce qu'effectivement, une fois que tous les boosters ont été dispatchés entre un nombre de collectionneurs assez réduit, de ce que je sais, sans trop révéler ce qui s'est passé et qui a eu quoi, je sais que la plupart des boosters ont été achetés par un petit nombre de collectionneurs. Il n'y a pas 100 personnes qui ont eu un booster. Et donc forcément, il y a eu de la revente derrière. Quand tu achètes un booster 100, 300 ou 500 euros, si tu en achètes plusieurs, tu peux en revendre quelques-uns histoire de retrouver ta mise. Ce qui est tout à fait logique. Et moi, j'ai eu la chance de tomber sur un collectionneur qui, lui, a fait partie des premiers acheteurs et qui a accepté de me vendre ce booster-là à un prix que j'estime, pour la rareté et pour l'histoire de cet item, correct. C'est-à-dire, j'ai pas eu le prix Vinted, vous vous en doutez bien, mais j'ai pas eu le prix revente qui se monnayait en off il y a quelques années. C'est-à-dire que le prix a été de l'ordre de « je n'aurai plus jamais cette possibilité dans ma vie d'avoir un booster Cardass part 3 ». Je ne vais pas révéler le prix d'habitude, ça ne me dérange pas de vous dire combien j'ai payé. Celui-là, c'est un prix, comment dire, public. La vente était publique, tout le monde sait à combien ils se sont vendus. Ils se sont vendus à 700 € pièce, ceux-là. Ça fait partie des parts les plus dures à trouver. Et on sait que maintenant, le prix a pas mal augmenté, mais voilà, ça s'est vendu ce prix-là. J'ai pas trop envie de donner de prix sur ce booster-là, parce que, pour deux raisons. Déjà, en étant créateur de contenu et donc du coup en étant entre guillemets un peu une personne publique, même si la communauté Cardass ne me suit pas vraiment. Moi, je parle des Cardass à ma communauté, qui est la communauté TCG, et j'essaye de vous partager ma passion. La communauté Cardass, globalement, elle me connaît peu ou pas. Donc, c'est pas tant eux qui vont me regarder, mais j'ai pas trop envie, si vous voulez, de devenir le prix étalon. Le prix que j'ai payé, si jamais je donne publiquement ce prix-là, je vais créer la nouvelle cote de ce booster. Et ce prix-là sera trop peu cher pour ceux qui connaissent la rareté de cet item-là, et trop cher pour tous ceux qui pensent que « Ah, mais il y en a 100 qui sont sortis sur Vinted, maintenant le prix il a dû totalement dégringoler ». Mon avis, c'est que non. Même s'il y en a 100, c'est énorme 100 pour un booster comme ça. Ça a été acheté par un groupe de collectionneurs qui est quand même assez restreint, et je sais de sources sûres que tout le monde ne va pas les vendre. Et donc, pour ceux qui pensent qu'il y en a tellement qui sont sortis et il y a tellement de ventes sur le produit, il y a beaucoup de gens qui pensent que ça ne devrait pas valoir plus que quelques centaines d'euros. Je ne crois pas trop à cette théorie-là. Je pense que malgré tout, ce booster va continuer à se monnayer une certaine somme. Et que si jamais j'avais pas sauter sur cette vente-là, on va dire, qui est quand même assez éloignée du prix Vinted, évidemment, mais qui me semble aussi éloignée de ce que j'aurais payé s'il n'y avait pas eu cette affaire-là. Je pense que j'aurais plus jamais eu l'occasion de pouvoir m'offrir ce booster Cardass part 3. Donc j'ai fait des choix, ça m'a coûté quand même assez cher. J'ai revendu notamment mon deck moderne pour pouvoir me payer ce booster-là. Mais j'estime que ça en valait le coup, et que j'ai rentré pour moi la plus belle pièce de l'histoire des Cardass Grand Combat en France. Voilà. Est-ce que je l'ai payé plus cher que le part 2 ? Oui, je l'ai payé plus cher que le part 2. Ok, donc tu as fait une bonne affaire. Je peux pas trop le savoir si j'ai fait une bonne affaire parce que je connais pas le prix de revente de ces boosters-là. Mais ce que je sais, c'est que, à mon avis,
je n'aurai plus jamais l'occasion de m'offrir un booster Cardass Part 3. Et donc c'est exceptionnel, c'est une situation qui est totalement inattendue. Je pense que vous vous rendez pas compte l'explosion que ça a été dans la communauté Cardass d'avoir ces boosters-là qui sortent de nulle part. On est vraiment passé d'un item qui n'existe pas. C'est-à-dire que même si tu as les sous pour l'acheter, il faut que tu aies une connaissance qui la vende. Tu vois, il n'y a pas de vente publique sur ces boosters-là. C'est dingue, c'est complètement fou, quoi. Donc voilà, j'ai sauté sur cette occasion et je suis heureux de vous présenter ça en live et de vous raconter cette histoire. Même si l'histoire est obscure, en vrai, on ne sait pas exactement quels sont tous les acheteurs. La plupart des gens restent discrets là-dessus. On ne sait pas quelle est exactement la cote. Vous savez, le monde de la Cardass, c'est très secret. Les gens ne sont pas décomplexés comme dans Pokémon. On ne met pas des prix sur les items. Tous les prix sont jugés parfois beaucoup trop hauts. Seuls certains revendeurs, eux, ont juste cette, vérité un peu sale de l'offre et de la demande. C'est-à-dire que le bon prix, c'est le prix auquel ça se vend. Mais les gens ne sont pas trop de cette mentalité-là dans la Cardass. Tu vois, on estime que tout ne devrait pas dépasser une certaine somme parce que ça reste de la passion, ça reste des items nostalgiques qui devraient pas mettre en avant un aspect financier aussi décomplexé que Pokémon. Et je peux souscrire en fait à ça, mais dans les faits, la réalité, c'est que quand un produit est rare et demandé, il a un prix qui est décorrélé de toute raison, en fait. Et ces boosters-là avaient des prix qui étaient décorrélés de toute raison. Et je pense que même s'il y en a 100 qui sont sortis comme ça du jour au lendemain, les prix resteront décorrélés de toute raison, quoi. Du coup, il me reste quelle part à avoir? Eh ben, toutes les autres. Hein. J'ai 3 des 4 parts les plus rares. Parce que maintenant, c'est la part 8 la plus rare. Mais part 1, part 2, part 3, ça faisait partie des parts les plus difficiles. Il me reste des parts très faciles, comme la 4, 5, 6, 7. C'est juste que, même si c'est facile, ça coûte quand même un billet. Hein. On parle d'environ 300 ou 400 euros le booster. Donc, je peux pas tout acheter, quoi. Je le ferai petit à petit. Hein. Vous savez, un booster tous les 6 mois, ça me va très bien à ce prix-là. Je suis pas pressé. J'avais acté ne jamais avoir ce booster-là. Donc, vous voyez, je suis pas forcément complétiste. Ça viendra quand ça viendra, en soi. Mais voilà, il me reste 4, 5, 6, 7, 8, 9 à récupérer. T'en ouvrirais pas un, là? Non, parce qu'en plus, c'est débile. C'est débile, hein. Le prix de ces boosters n'a d'intérêt, n'existe que de par la rareté de l'item et l'aspect nostalgique qu'il a. Il n'y a absolument pas de potentialité de rentabilité à l'ouverture, comme ça peut être le cas sur Pokémon, par exemple. En gros, quand vous achetez un Pokémon set de base édition 1, vous avez la possibilité d'ouvrir un Dracofeu qui coûtera beaucoup plus cher que le prix du booster lui-même. Je crois qu'on est sur 2000 € pour un booster lourd Pokémon set de base édition 1 français. Et je pense que ton Dracofeu, s'il sort booster, coûtera beaucoup plus que 2000 €. Donc tu as un potentiel Gumball à l'ouverture. C'est pas le cas sur de la Cardass Grand Combat. Les cartes qu'il y a à l'intérieur sont rares, mais pas si rares. Je veux dire, si jamais vous voulez trouver... La carte la plus rare que vous pouvez avoir à l'intérieur de ce booster, c'est celle-là. Si vous voulez en trouver une, vous allez pouvoir en trouver une, globalement. C'est tout à fait possible. Ça va vous coûter quand même plusieurs centaines d'euros, je crois, environ 300 €. Mais c'est faisable. Je veux dire, c'est disponible, trouvable. Cet item scellé, c'était réputé introuvable. Donc c'est ça qui fait le prix, en fait. C'est pas tellement la potentialité. Le booster coûte beaucoup plus cher que la carte la plus chère à l'intérieur. Donc non, il n'y a pas d'intérêt à en ouvrir un. Le gamble sera jamais rentable et tu perdras un item très difficile à retrouver, quoi. Je sais qu'il y a des offres publiques actuelles, pour vous donner un ordre d'idée, hein. C'est pas le prix que moi je l'ai payé, mais si vous allez sur eBay ou Le Bon Coin, je crois que le booster est mis en vente entre les 1500 et les 1800 €. Est-ce que c'est le prix que ça vaut? En tout cas, on est passé de 2000 € en off, donc c'est-à-dire jamais en vente publique, à 1500 € en vente publique. Effectivement, ça a eu un impact, cette vente de 100 boosters. Est-ce que ça devrait se vendre moins cher, plus cher? Franchement, j'ai pas d'avis là-dessus, je ne sais pas. Je sais juste que la personne qui me l'a vendu m'a fait un prix que j'estime être un bon prix.
Donc merci à lui. Est-ce que tu conseillerais le Jap ou le FR pour la collecte des cartes? Bah, moi, je te conseillerais ce que j'ai fait. Moi, je collectionne le Jap parce que c'est des produits qui sont beaucoup plus faciles à trouver. C'est-à-dire que si tu veux te faire les 20 parts au prix le plus abordable et avec des états de cartes qui sont quand même cohérents, c'est beaucoup plus simple de faire la collection en japonais qu'en français. En français, c'est beaucoup plus rare d'avoir ces cartes-là, les cartes d'As Grand Combat, parce que, voilà, comme je vous ai dit, ça a été moins distribué, on en a beaucoup moins pris soin, il y a beaucoup de cartes qui ont été détériorées. Ceux qui ont des collectes complètes cartes d'As Grand Combat en très bon état, c'est quand même très très rare en France, quoi. Y a des cartes qui se monnaient très très cher à l'intérieur de ce booster-là. Si tu veux la Hidden Prism, une Hidden Prism Super Battle Part 3, je vais vous la montrer, c'est celle-là. Ouais, si tu veux celle-là en version non décollée, parce qu'en décollé, tu as ce magnifique visuel, hein, qui est une des plus belles max de cette collection, je trouve, exceptionnelle. Bref, si tu veux celle-là en japonais, c'est une carte qui doit coûter 5 ou 10 euros, même pas, en très bon état, parce que c'est relativement pas rare. La part 13, qui n'est pas la part 3 des cartes d'As Grand Combat, mais la part 13 des Super Battles japonaises, c'est une part qui a été énormément éditée, à la différence de la version française. Donc voilà, c'est une carte qui est très simple d'accès. On doit être sur 5 ou 10 euros et 3 euros pour la version brillante. Si jamais tu veux cette carte-là en version française en très bon état, on est plus aux alentours des 200 ou des 250 euros. Donc tu vois, on n'est pas du tout sur le même delta de collection. Donc moi, est-ce que je conseille le Jap ou le FR? L'aspect nostalgique des versions françaises est beaucoup plus exceptionnel, je trouve. Si j'avais les moyens, j'aurais évidemment fait la collection française. Mais si ce qui t'intéresse, c'est juste les visuels qui te rappellent de toute façon l'attrait nostalgique, nostalgique et voilà, et la collection d'enfance que tu avais, moi je trouve que c'est cool de faire les japonaises parce que plus facile à réunir, tout simplement. Le Goku de base est sublime, ouais, je suis d'accord. Donc ouais, assez exceptionnel. De ce qu'on sait aussi sur ces boosters-là. Alors quand je vous dis une centaine, j'ai pas le chiffre exact, hein, ça n'a pas été communiqué, il n'y a rien d'officiel, hein, c'est beaucoup de on-dit, il y a beaucoup de gens qui ont essayé d'enquêter, il y a aussi certains acheteurs qui, eux, ont pu apporter un petit peu de jus à cette histoire-là, mais voilà, le gars aurait eu environ une centaine de boosters, dont une partie était en boîte. Je pense que les gens... Enfin, on parle de la rareté d'un booster Cardass Part 3, mais alors je pense que vous imaginez même pas la rareté d'une boîte scellée Cardass Part 3. Là, je peux vous dire que mes moyens financiers ne me permettent absolument pas d'imaginer ou d'entreapercevoir un jour la possibilité d'avoir un item scellé, même pour des parts beaucoup plus courantes comme part 4, 5, 6. Avoir une boîte scellée, pareil, c'est des choses qu'on voit plus sur Internet depuis 10-15 ans, quoi. Il y a une boîte scellée chez ce collectionneur, chez ce vendeur-là, pardon, de Cardass Part 3. Je sais pas combien ça va se vendre ou combien ça s'est vendu. Pareil, hein, les acheteurs restent très discrets et je pense qu'ils ont raison. Ça fait partie de la communauté Cardass d'être moins expansif que Pokémon. Mais on parle de plusieurs dizaines de milliers d'euros, je pense, pour un item qui est hors du commun. Il doit en rester une poignée chez des collectionneurs qui les vendront jamais. Bah bien sûr, encore une fois, il y a la population connue et la population des collectionneurs discrets. Et effectivement, même si on n'en a pas vu passer depuis des années, on sait que ça existe. Des boosters Cardass Part 3, ça existait avant qu'il y ait cette vente Vinted. C'est juste que c'était chez des gens qui ne sont pas vendeurs et qui partagent pas leur collection, quoi. Mais ouais, il y a encore des boîtes, des produits exceptionnels. Pareil, hein, sur ce Part 2, lui, il vient d'une display scellée à la base qui a été retrouvée au Japon. Donc c'est exceptionnel. En termes de rareté, si jamais vous voulez un comparo avec Pokémon, je pense que trouver du Part 3 français Grand Combat en booster scellé, c'est exactement du même acabit en termes de nombre de populations de boosters connus. Ça doit être proche du Néo-Ed 1 en Pokémon, je pense. Pour ceux qui ne voient pas ce que c'est Néo-Ed 1, c'est la seconde partie du bloc Wizard qui met en avant la deuxième génération
et qui sont donc du coup des cartes Pokémon réputées hyper rares et hyper chères. Et certains boosters scellés Néo-Edin n'existent quasiment pas. D'autres sont un peu plus communs dans des collections privées, mais aussi il y a eu des ventes publiques là-dessus. Et on est à peu près sur ce même ordre de grandeur en termes de rareté, quoi. Donc c'est complètement délirant, quoi. Donc une histoire folle, complètement inattendue, qui donne l'opportunité à des gens des collectionneurs comme moi, de se payer un bout de l'histoire, et c'est grandiose. Est-ce que ça réarrivera? J'en suis persuadé. Il y a forcément encore quelque part en France des stocks inconnus de ce genre d'item-là, que ça soit, comme je vous le dis, une papeterie qui n'aurait pas fait des retours presse et qui a ce genre d'item qui moisit dans une cave, euh, je sais pas, un stock de magasin de jouets qui a jamais été détruit ou revendu. Je crois pas trop à, je crois pas trop à l'histoire du vendeur Vinted qui, selon ce que j'ai entendu, a retrouvé ça dans un grenier. Je vois pas en tant que particulier dans les années 90 pourquoi tu aurais eu des boosters et des items scellés. Comme je vous le dis, à cette époque-là, garder des items scellés, ça avait pas de sens. Pour moi, c'est forcément chez un professionnel que ça a été retrouvé. Euh, En gros, quand toi, tu es enfant, que tu sois jeune enfant ou adolescent, je vois pas pourquoi tu aurais gardé des boosters scellés, ça n'a aucun sens. Donc pour moi, ça vient forcément d'un magasin de jouets, un entrepôt ou un retour de presse qui n'a pas été fait. Mais bon, ça, voilà, on n'aura jamais la vérité, hein. La personne ne souhaite pas me répondre, donc on ne saura jamais. Mais ça n'a pas de sens que ça vienne d'une collection privée. J'arrive pas à le concevoir. Je vois pas pourquoi dans les années 90, tu aurais gardé des boosters scellés. Et le truc, c'est que ce vendeur Vinted, c'est un particulier, c'est pas un professionnel, tu vois, c'est pas... À moins qu'on apprenne que ce gars-là, il a un tabac presse, mais en vrai, j'en sais rien, peut-être, hein. Mais je veux dire, l'histoire de j'ai retrouvé ça dans mon grenier, j'y crois pas. C'est plutôt ça que je veux dire. Je crois pas qu'il ait pu retrouver ça dans son grenier. Je pense qu'il a pu retrouver ça justement dans dans une cave de presse ou dans un truc comme ça, quoi. Non, non, je pense qu'on est littéralement sur ce dont les gens rêvent dans leur vie, notamment pour les fans de Pokémon Vintage. Un stock qui refait surface, qui a été oublié. D'où vient-il? On ne sait pas, mais c'est sûr que c'était pas dans la collection de quelqu'un, parce que personne ne peut accumuler 100 boosters comme ça en collection personnelle, c'est impossible. C'est forcément un stock qui a refait surface, quoi. Je pense toujours à cette papeterie dans une petite ville en France, coupée des réseaux et qui possède ce genre d'items sans le savoir. Ouais, il faut savoir quand même que la communauté des passionnés de Cardass, notamment, je- moi j'estime que c'est à peu près vers 2015-2016 qu'il y a eu un retour d'engouement pour la collection de ces cartes-là. Tu sais, fin des années 90, c'est tombé totalement en désuétude. Après, pendant toutes les années 2000, c'est plutôt les États-Unis qui ont découvert la DB Mania et qui ont eu leur vague d'intérêt pour Dragon Ball. Nous, plus personne donnait l'heure à ce genre de cartes-là dans les années 2000. Et c'est avec la réintroduction de Dragon Ball Super en 2015-2016 que les gens se sont réintéressés à Dragon Ball, ont eu ce retour en enfance, ce sentiment de nostalgie qui les a poussés à collectionner des Cardass vintage. Et au moment où c'est retombé un petit peu en grâce aux yeux des collectionneurs, euh, il y avait des passionnés qui étaient là dans les années 2000. C'est d'ailleurs ceux qui ont fait les meilleures affaires et qui ont réussi à se créer des collections. Tu vois, ceux qui ont tous les boosters, toutes les boîtes scellées et tout, bah, c'est des mecs qui n'ont jamais abandonné la collection et qui ont chiné ça et découvert ça dans les années 2000 où ça valait rien. Il y en a, hein, bien sûr. Mais moi, je parle d'engouement où il y a eu une arrivée en masse et un attrait beaucoup plus important sur ces produits-là. C'est à peu près époque Dragon Ball Super, 2015-2016. Et à cette époque-là, les presses en France, elles ont été ratissées, quoi. Les gens, ils ont fait le tour des bureaux de tabac pour demander s'ils n'avaient pas des vieux stocks de Cardass Grand Combat. Donc, tomber sur une presse qui n'aurait pas été inspectée, entre guillemets, il faut d'abord que ce soit une presse qui n'ait pas fait ses retours de presse à l'époque. Ça, c'est possible en soi, hein, mais peu probable. Et en plus de ça, il faut tomber sur une presse qui n'a pas été inspectée depuis 2015-2016. Et de ce que je sais, ça a été ratissé, quoi.
Donc peu probable. C'est pour ça que c'est fou que ce stock est réapparu. C'est pour ça que je crève d'envie de savoir d'où ça vient. Laisse-nous croire à la magie Val. Mais la magie existe puisque ces boosters sont sortis. Tu vois, tu peux te lever un matin sur Vinted, faire tes recherches Cardass Vintage habituelles et tomber sur des boosters Cardass Grand Combat Part 3 en vente sur Vinted à 100 euros. Donc ça existe. Je peux pas vous dire de pas y croire parce que finalement ça existe, tu vois. Et puis il y a que les gens qui y croient et qui pensent que ça peut exister et qui essaient, qui trouvent. Parce que finalement, le discours de ça n'arrivera jamais, ça sert à rien d'aller faire les presses, tout a été ratissé. Finalement, c'est vrai que je prends du recul, c'est avec ce discours que tu trouves pas, hein. Moi, je suis littéralement le gars qui achète après parce que j'ai pas regardé Vinted et que j'ai pas été voir, j'ai pas été demandé en tabac presse si jamais il y avait encore des Cardass. Et effectivement, que c'est ceux qui osent et qui cherchent qui finissent par trouver. Donc, non, vous avez raison, faut pas dire jamais, il faut continuer à essayer. C'est comme ça qu'on chine et qu'on trouve, quoi. Moi, je suis le con qui cherche pas et qui rachète plus cher derrière. Donc finalement, oui, tout est possible. Mais voilà, je sais quand même que les gens ont essayé, quoi. Donc maintenant, est-ce que ça va m'arriver aussi pour les Cardass Grand Combat Part 8? Est-ce qu'un jour, on aura un stock de 50 ou 100 boosters qui va tomber comme ça du jour au lendemain? J'y crois peu. J'y crois peu, mais si jamais vous m'aviez demandé il y a quelques mois est-ce que ça arrivera pour les Part 3, je vous aurais dit jamais de la vie, ça n'arrivera jamais. Là maintenant, je me dis que tout est possible, quoi.